Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h17, il est responsable du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny et du SAMU de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir professeur Frédéric Annet. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. D'abord, peut-être un mot sur la situation ce soir dans vos services. Est-ce que les admissions continuent de grimper ? Alors écoutez, le problème n'est pas un afflux d'admissions. Les admissions, c'est toujours un rythme constant d'environ 10-15 patients Covid par jour qu'on voit aux urgences et qu'on doit hospitaliser, certains en réanimation, certains en hospitalisation classique. Le problème, et c'est très différent de la première vague, le problème c'est que ce flux il est constant et ça fait déjà plusieurs mois qu'on le subit et on finit par saturer nos lits à l'hôpital, nos lits d'hospitalisation complète, conventionnelle et nos lits de réanimation. Bien. Vous êtes l'un des co-signataires, je le disais tout à l'heure, dans le sommaire de cette tribune parue hier dans le journal du dimanche pour alerter évidemment sur la saturation des hôpitaux franciliens. Est-ce qu'on est aujourd'hui au-dessus de ce que vous avez connu il y a un an lors du premier confinement ? Alors non, et on ne sera jamais dans la même situation que ce qu'on a connu il y a un an, car si vous voulez, c'est complètement différent. Ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire la saturation de nos services de réanimation et d'hospitalisation classique, c'est, si vous voulez, en chiffres inférieur à ce que l'on a vécu il y a un an, mais il y a un an, on était dans un confinement strict, les patients ne venaient plus à l'hôpital, et donc il était facile pour nous, pour l'hôpital, de se transformer en, si vous voulez, en hôpital Covid+, puisqu'on n'avait plus de patients non Covid qui venaient à l'hôpital. Le confinement strict faisait qu'il n'y avait plus de traumatologie, et donc la difficulté actuelle, c'est d'accueillir tous les patients, à la fois notre file de patients Covid, qui ne s'arrête pas et qui a tendance à augmenter, et les patients non Covid qu'il faut aussi hospitaliser, qu'il faut aussi réanimer. Et la somme des deux fait que l'hôpital déborde actuellement. Professeur Annet, pour que nos auditeurs comprennent bien ce à quoi vous faites face, comment est-ce que tout cela se traduit, cette saturation concrètement à l'hôpital Avicenne dont vous dirigez les urgences ? Ce sont des patients dans les couloirs, des urgences saturées, un épuisement des soignants. Comment tout cela se manifeste-t-il ? Il y a un peu de tout ça. D'abord, un épuisement du personnel. Oui, le personnel est fatigué. Il y a un sentiment de lassitude. On ne s'est jamais complètement remis de cette première vague qui a été quelque chose de foudroyant et dans un temps très bref, alors que maintenant on subit cette troisième vague sur un temps qui est beaucoup plus long et des services qui sont saturés. Ça se traduit comment en pratique ? Nos patients qui viennent aux urgences, on a beaucoup de mal à leur trouver un lit d'hospitalisation et on est obligé de faire beaucoup de transferts, c'est-à-dire ce week-end, je suis revenu à l'hôpital parce qu'on avait 50 patients Covid à dispatcher dans différents hôpitaux en Ile-de-France et dans la région parisienne et dans le département. On y arrivait, mais on sent que le système est complètement tendu, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à trouver des lits pour ces patients. Alors justement, vous dites, professeur Frédéric Annet, vous dites, dans 15 jours, nos capacités seront dépassées, on sera contraint de faire un choix dans nos patients. Ça veut dire quoi ? Faire un choix et sur quels critères ? Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, parce que les prévisions actuelles et les chiffres qu'on nous donne de nouvelles contaminations, et particulièrement en Seine-Saint-Denis où on a le record de France, on a l'expérience quand ces contaminations augmentent énormément, on sait que 15 jours après, ces patients, une partie de ces patients seront malades, auront besoin d'oxygène, auront besoin d'hospitalisation. Donc, ils vont arriver à l'hôpital. Or, l'hôpital est plein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir faire un choix. On commence déjà à le faire, c'est-à-dire qu'on déprogramme des activités qu'on le considère non urgentes, mais cette déprogrammation, si vous voulez, ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper, on ne va pas prendre en charge des patients qui normalement auraient été pris en charge à l'heure actuelle. Et donc il y a forcément une perte de chance. Et ce choix-là, il est difficile pour un praticien. Mais vous rejoignez par exemple, pour être tout à fait clair, ce que disent certains de vos collègues aujourd'hui dans une autre tribune signée dans le journal Le Monde, vous avez peut-être eu l'occasion de la découvrir. Ils disent il faudra choisir qui peut vivre et qui va mourir. Ce sont en ces termes-là que va se faire le choix des patients ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore cette situation, puisque nous déprogrammons des patients qui n'ont pas de pathologie urgente, mais il y aura un prix à payer. Ce prix à payer, on le verra plus tard. Par exemple, les cancers qu'on ne dépiste pas aujourd'hui, il y aura une surmortalité qu'on verra dans quelques années. Mais si tout le système est complètement saturé, il va falloir trouver des critères pour savoir
quels patients rentreront dans des réanimations et quels patients ne rentreront pas. Alors, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là, mais les courbes actuelles, les prévisions que nous donnent les modélistes, à la fois de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, nous font assez peur, puisque ces prévisions liées au variant anglais, qui est, comme chacun sait, plus transmissible et plus sévère, risque de nous faire déborder en termes de capacité de réanimation. Et c'est ce qu'ont voulu dire mes amis réanimateurs. Bien. Vous en voulez aux politiques et au président de la République, d'abord de ne pas avoir confiné en janvier dernier, comme le réclamaient beaucoup d'épidémiologistes et beaucoup de médecins, et puis aussi à la stratégie à laquelle semble être attaché aujourd'hui l'Élysée, qui semble vouloir pousser les murs, continuer à gérer la crise tant bien que mal comme on le fait aujourd'hui, sans reconfinement strict au niveau national. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous en voulez un peu aux politiques? Alors, pas du tout. Moi, je suis un soignant, je suis quelqu'un qui est à l'hôpital. Je suis ici, et c'est le sens de cette tribune, pour donner l'alerte, pour informer la population, pour informer le gouvernement de l'état sanitaire, de l'état de nos capacités hospitalières. Le politique, lui, il doit décider. Il doit décider de renforcer ou non un confinement, parce que le confinement, on est tous conscients, ça a des conséquences délétères, des conséquences politiques, des conséquences économiques, des conséquences éthiques, et c'est à lui de trouver cet équilibre. Nous, on est là pour lui dire, attention, l'hôpital déborde. Prenez cet élément, prenez ce constat dans votre décision de renforcer ou non le confinement, mais ne faites pas prendre aux médecins le rôle qui n'est pas le leur, qui est de décider d'un confinement. Le politique décide sur nos éléments en termes sanitaires. Le président de l'UDI, que vous connaissez peut-être, Jean-Christophe Lagarde, qui est aussi député de la Seine-Saint-Denis, a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de fermer tous les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous adhérez à cette proposition ? Non, je pense que l'école est le dernier rempart, et surtout en Seine-Saint-Denis, c'est le dernier élément sur lequel il faut agir pour freiner cette épidémie. Pourquoi c'est le dernier élément ? Parce que fermer les écoles, et surtout dans un département comme le nôtre, qui est un des départements les plus pauvres de France, c'est renforcer les inégalités, c'est renforcer l'échec scolaire, c'est renforcer, si vous voulez, même une espérance de vie, parce que les Américains ont fait des études, et ils ont montré que quand on augmentait l'échec scolaire, on diminuait l'espérance de vie. Donc, si vous voulez, les conséquences d'une fermeture, et je ne parle pas de la cantine, vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, la cantine, c'est quelquefois le repas principal pour nos enfants. Donc, il y a des conséquences énormes. Donc, je pense que c'est le dernier rempart, les écoles. Mais là aussi, ce n'est pas aux médecins de décider, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. Moi, je suis simplement là pour sonner l'alerte, pour dire attention, on arrive à une limite de notre système capacitaire à hospitaliser les patients. Maintenant, prenez vos responsabilités. Alors, professeur Frédéric Canet, au-delà des mesures de confinement, est-ce que vous avez le sentiment aussi que tout est fait pour absorber ces patients? Je vais vous poser des questions de candide, pardon, mais ce sont des questions que se posent aussi les Français. Pourquoi, par exemple, ne pas faire venir des renforts d'ailleurs en France, des réanimateurs, du matériel? On dit aussi que l'on pourrait réarmer le Val-de-Grâce, fermé depuis 3 ans. Est-ce que tout ça, ça serait possible? On est en guerre, nous a dit le président de la République, et on a parfois le sentiment que les réponses, depuis quelques mois, ne sont pas celles d'un pays en guerre. Alors, les surfaces, on les a. Le matériel, on l'a. Les lits, on les a. Tout ça, on les a depuis la première vague. Et on est richement doté en matériel. On a suffisamment de lits. Et on a les surfaces. Non, le facteur limitant, le vrai facteur limitant, et je le vis tous les jours quand j'essaye d'ouvrir des lits dans mon établissement, c'est le personnel spécialisé pour faire fonctionner ces lits de réanimation. Et ce personnel spécialisé, lors de la première vague, on a réussi, comme vous le dites, à le faire venir de la province. Actuellement, c'est beaucoup moins possible puisque toute la France est impactée par cette épidémie et les hôpitaux sont plus ou moins en tension et donc moins à même à nous amener du personnel en Ile-de-France. Et sur les formations, professeur, j'ai vu que 1000 formations sont en cours sur 3 semaines, car pour une personne en réanimation, il faut 2 infirmières. Est-ce que ça peut vous soulager, ces formations accélérées? Exactement, c'est ce qu'on fait. On a plusieurs centaines d'infirmières qui sont en formation accélérée. On a fermé les écoles d'infirmiers anesthésistes et d'infirmiers tout court pour pouvoir venir nous renforcer et pour pouvoir ouvrir de nouveaux lits. Et on a aussi quelque chose qu'on utilise moins parce que ça a bien marché pour la première vague, c'est le transfert des patients en province. Actuellement, c'est beaucoup plus difficile parce que d'une part, les patients sont plus graves et d'autre part, beaucoup de familles refusent ce transfert. Vous arrivez à trouver du temps pour dormir quand même, professeur ?
Oui, mais le problème, bon, on arrive toujours à dormir. Bien sûr qu'il y a une charge de travail, mais vous savez, il y a une charge émotive aussi. La charge émotive, je l'ai vécue à la première vague, mais on était, si vous voulez, sous adrénaline. Il y avait une sorte d'excitation. C'était un virus nouveau. On sentait qu'on était les derniers soldats avant que l'hôpital s'écroule. L'hôpital s'est pas écroulé, mais on a combattu. Et le mot guerre et le mot médecine de guerre était le bon terme. Là, c'est différent. Les choses arrivent lentement. Il y a un sentiment de lassitude, de fatigue. Et je vois bien de manque de motivation du personnel qui fait que c'est plutôt là de l'usure qu'on le ressent avec effectivement, bon, vous avez raison, un sentiment où on en a vraiment marre de ce Covid. Bien, merci infiniment professeur Frédéric Quesnay. Bon courage à vous et bon courage à vos équipes évidemment pour la suite. Merci.